Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau CQFR ce matin. Nous sommes le 10 janvier 2024, veille du Paris Game. Antoine n'est pas avec moi ce matin, comme vous pouvez le constater. Si vous avez écouté la late session d'hier, vous savez qu'Antoine est actuellement dans un avion entre Munich et Paris pour me rejoindre pour le Paris Game qui aura demain. Donc ce matin, je suis seul avec vous. On va parler des résultats de la nuit. Il y avait 5 matchs, si je ne dis pas de bêtises. 5 matchs NBA. Il y avait aussi un petit peu d'actu. On pourra parler rapidement de la prolongation de contrat d'Eric Spoelstra, des rumeurs relayées par Benjamin la nuit dernière, je crois, enfin hier soir, sur la présence potentielle des San Antonio Spurs au prochain Paris Game l'année prochaine. En tout cas, c'est ce qui se dit. Et, il semblerait que la NBA étudie sérieusement cette piste. On va quand même commencer par le sportif, par le terrain, avec les 5 matchs qui se sont déroulés cette nuit. Je vais vous donner les scores pour commencer. Il y a eu donc un Détroit-Sacramento avec une victoire des Kings 131-110 à Détroit. On en parlera aussi tout à l'heure, mais bon, match un peu rocambolesque qui s'est à nouveau terminé sur une défaite des Pistons. Le Minnesota est allé s'imposer à Orlando 113-92. Les Knicks ont battu Portland 112-84. Des Knicks invaincus avec OG Anunoby depuis le fameux trade. Les Grizzlies ont créé la surprise après l'annonce de la blessure et du forfait jusqu'à la fin de saison de Ja Morant. Les Grizzlies sont allés gagner à Dallas 120-103. Et enfin, le match le plus récent, celui qui s'est terminé le plus tard ou le plus tôt, selon l'heure à laquelle vous étiez debout ou pas, les Los Angeles Lakers ont signé une deuxième victoire consécutive. Courte victoire, enfin une victoire très serrée, un match accroché et assez divertissant contre les Raptors, victoire 131 des Lakers. Alors, on va commencer justement par ces Lakers parce que je pense que c'était le match le plus intéressant, le plus spectaculaire peut-être, et celui sur lequel il y a eu la plus grosse performance de la nuit, tout simplement, celle d'Anthony Davis. Anthony Davis a été monstrueux, a été dominant. Et c'est grâce à lui en grande partie que les Lakers se sont sortis de ce piège tendu par les Raptors qui ont été très bons. Il y a eu 23 ou 24 changements de leader au tableau d'affichage. À la fin, la rencontre était encore serrée. Dennis Schroeder les a ramené les Raptors dans le match avec un tir à 3 points contre la planche contre son ancienne équipe. Enfin, c'était très très animé. Et ce qui a fait la différence, comme je le disais, c'est Anthony Davis. Anthony Davis qui est le moteur des Lakers cette saison. Et on touche vraiment du bois pour que la santé suive. On a quand même toujours tendance à se méfier des petits pépins physiques qu'il peut avoir au cours de la saison, mais quand il est à ce niveau-là, il est très très compliqué à affronter. Toronto a jamais trouvé de solution pour le limiter. Il a été, je vais vous donner ses stats. Anthony Davis, cette nuit, c'est 41 points, donc sa meilleure performance offensive de la saison. 41 points à 13 sur 17 dans le champ et 13 sur 14 sur la ligne. Les lancers francs ont été vraiment décisifs et déterminants dans ce match en faveur des Lakers. Il y a eu un assez grand écart entre le nombre de lancers obtenus par les Lakers et celui obtenu par les Raptors. Et donc Anthony Davis, 41 points, 11 rebonds, 6 passes. C'était une performance dominante. LeBron a pu se contenter d'être un quarterback, 12 passes décisives pour LeBron. Et les Lakers qui se refont un peu la cerise après les périodes compliquées, après l'atmosphère bizarre, après les rumeurs sur le fait que Darvin Ham soit sur un siège éjectable. Bon, pour le moral et la confiance, ça revient. On va pas encore crier victoire, je pense, du côté des Lakers, mais c'est déjà important de redresser la barre dans une conférence Ouest où tout est toujours très serré, où d'autres équipes ont du mal à l'allumage. Donc c'est bien pour les Lakers de réussir à gagner ces matchs-là, surtout que les Raptors, eux aussi, je parlais des Knicks rapidement tout à l'heure, mais les Raptors, depuis le trade, ils jouent très bien. Et ils ont encore montré qu'ils avaient une force de frappe offensive, en tout cas très intéressante. Ils ont eu 4 joueurs au-dessus des 20 points, Scottie Barnes, Pascal Siakam, RJ Barrett et Emmanuel Quickley, donc les deux recrues aussi ont dépassé les 20 points. Et ils ont vraiment donné du fil à retordre, du fil à retordre aux Lakers en obligeant Anthony Davis à aller sur la ligne sur toute la fin de match. Et Davis a montré beaucoup de sang-froid et a été déterminant, comme je le disais. Ce qui était un peu inquiétant pour les Lakers, c'était de voir Anthony Davis et LeBron James être aussi performants dans leurs registres respectifs, mais que les résultats suivent pas. Donc s'ils arrivent à enchaîner les victoires avec ces deux-là, qui restent sur ce niveau de performance, je pense que les Lakers auront sans doute de quoi remonter au classement. On peut souligner que leur banc a été assez bon et a été
a dominé celui des Raptors. J'ai bien aimé par exemple l'apport de Max Christie qui marque pas beaucoup de points, 6 points, mais en fin de match notamment, je repense à une action où il obtient deux lancers et il les met et ça permet aux Lakers de de faire la course en tête sur la fin et ça leur a permis, je pense, de gagner. Donc les Lakers qui l'emportent contre Toronto, comme je le disais. Après, on peut parler du match un peu fou qu'il y a eu le premier de la nuit entre les Pistons et les Kings. Les fans des Pistons, encore une fois, sans doute, je pense, ont cru que se diriger vers une victoire. Ils menaient de 20 points, je crois, 20 points dans le premier quart-temps, 47-29 le premier quart-temps. Les Kings étaient complètement à l'agonie, et puis après, ça s'est rééquilibré. Les Pistons se sont un peu écroulés. Ils se sont retrouvés menés de 15 points dans le troisième quart-temps. Ils sont revenus quand même, donc au niveau mental, c'était très respectable, sans Cade Cunningham, avec Killian Hayes qui était du coup titulaire. Donc ils égalisent dans le quatrième après avoir réussi un comeback, et finalement, ils ont fini par plier contre Domantas Sabonis, qui lui aussi, on n'en parle pas beaucoup, mais fait une belle saison, qui finit en triple-double avec 37 points, 13 passes et 10 rebonds. Keegan Murray, 32 points, lui aussi très fort cette saison, et De'Aaron Fox, 26 points. Voilà, c'est déprimant pour les Pistons. J'en lisais qui accusait Monty Williams de ne pas avoir surfé sur le line-up qui leur avait permis de bien commencer le match. C'est possible, mais bon, là de toute façon ils en sont plus à ça près. Ils ont quand même besoin à un moment de regagner des matchs. Là, ça fait 3 victoires seulement depuis le début de la saison. Comme je le disais, Killian Hayes a été titulaire. Il a eu des bons passages. Il a été plutôt bien au début, et après, quand les Pistons se sont écroulés, il a pas fait exception à la règle. Et Kylian Hayes finit avec 4 points, 7 passes et malheureusement 6 pertes de balles, donc en étant titulaire. Au moins, la blessure de Cade Cunningham a ça de bon qu'on va normalement revoir assez fréquemment Kylian dans le 5 de départ. Et le prochain donc rendez-vous pour les Pistons entre cancres la nuit prochaine face à San Antonio, le San Antonio de Victor Wembanyama. Du coup, je me permets une parenthèse, une pause entre les matchs, vu que je parlais de Victor Wembanyama. Comme le relayait Benjamin, qui avait les mêmes sources que The Athletic cette nuit, le prochain Paris Game, donc celui de 2025, pas celui qui se tiendra demain entre les Nets et les Cavs, le prochain Paris Game devrait, en tout cas on part là-dessus, devrait impliquer les San Antonio Spurs, donc une équipe de l'Ouest, ce qui n'est pas habituel, et donc théoriquement Victor Wembanyama, ce qui devrait déclencher un enthousiasme et une course pour obtenir des places. Les prix sont déjà assez indécents. On peut imaginer que s'il y a Wembanyama plus une équipe en face qui est un peu intéressante, ou en tout cas avec un standing un peu supérieur à ce qu'on a eu ces dernières années entre l'année dernière Chicago et Détroit, ou cette année Cleveland et Brooklyn, ça risque d'être un assez gros événement début 2025, si c'est bien le cas. Ça n'a pas été annoncé officiellement, mais en tout cas c'est très sérieusement dans les tuyaux. Mais j'y croyais pas trop, je pensais qu'ils attendraient quelques années, surtout avec l'historique de rencontres qui implique généralement pas des équipes de l'Ouest pour des raisons logistiques, de décalage horaire. En général, c'est plutôt des équipes de l'Est, comme lors des trois premiers Paris Games. C'était Charlotte-Milwaukee le premier, et Chicago-Détroit l'année dernière, et donc cette année Cleveland-Brooklyn. Donc si ça se confirme, ce serait évidemment une excellente nouvelle pour le public français de pouvoir, à défaut de pouvoir tous aller au match, parce que malheureusement on imagine bien que les places, comme je disais, le prix des places sera très élevé, mais au moins sur tout ce qui est tous les événements autour de la rencontre, il y aura normalement des trucs sympas auxquels le public devrait pouvoir assister. On revient au match à l'ouest, on va rester à l'ouest du coup, vu qu'on parlait de San Antonio, on va rester à l'ouest. Au lendemain de l'annonce du forfait de Ja Morant, on en parlait dans la Late Session et on en a parlé aussi dans le CQFR avec Antoine hier. Bon, le projet remontada des Grizzlies pour au moins accrocher le play-in semblait fortement compromis avec le forfait de Ja Morant jusqu'à la fin de la saison. Et les Grizzlies ont trouvé des ressources mentales un peu insoupçonnées. On n'aurait pas parié dessus, en tout cas je n'aurais pas parié dessus, mais Memphis est allé l'emporter à Dallas. Les Mavs qui pourtant avaient Luka Doncic avec Kyrie Irving, les deux ont marqué 31 et 33 points, mais Memphis a réussi à surprendre les Mavs avec Desmond Bane qui finit avec 32 points. Ils ont surmonté une nouvelle blessure. Bon, a priori, c'est pas très grave. C'est Marcus Smart qui s'est disloqué un doigt de la main droite, je crois, et qui n'a pas terminé le match. Et malgré ça, ils ont quand même réussi à faire un très bon troisième quart-temps et à surprendre les Mavs. Et les Mavs que j'ai trouvé, en regardant le match en accéléré tout à l'heure, je les ai trouvés un peu... C'était un peu fade, un peu triste. Ils enchaînent des matchs très très intéressants et prometteurs.
notamment autour de leurs deux stars qui au match précédent, moi je les ai vraiment trouvés excellents contre Minnesota. Là, c'était un peu fade. Et Memphis, au mental, on a profité. C'est la deuxième victoire des Grizzlies depuis que Ja Morant s'est remis à manquer des matchs. Et la première victoire depuis qu'on sait en tout cas qu'il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc on peut se demander, pour les fans des Grizzlies, s'ils vont finalement pas rester sur l'idée de cette remontée au classement pour tenter d'accrocher le play-in plutôt que de céder au tanking. Parce qu'il y a des équipes qui ont quand même déjà beaucoup plus de défaites qu'eux depuis le début de la saison. On verra pour Memphis. On passe du côté de New York où tout va bien, où les Knicks sont rayonnants, les Knicks qui ont remporté un cinquième match de suite avec leur nouvelle recrue majeure, hein, il y en a eu d'autres, mais forcément le trade était centré autour de OG Anunoby, et Anunoby a été encore excellent. Ils ont dominé les Blazers au Madison Square Garden, ce qui n'a rien d'un exploit cette saison, mais les Knicks sont très très sereins et sûrs de leur force. Anunoby qui fait un très bon match, 23 points, 4 sur 6 à 3 points. Les Knicks ont pu faire tourner et, et, et ne pas trop solliciter leurs stars, c'est-à-dire Randle et Brunson notamment. Ils ont compté jusqu'à 39 points d'avance et ils se sont baladés contre Portland pour une cinquième victoire de suite donc. Et aussi remonte au classement et ont sans doute des idées derrière la tête pour la suite dans la conférence Est. Si vous voulez une preuve de l'énorme impact d'Anunoby depuis qu'il est arrivé. Alors, je sais que tout le monde n'est pas fan des stats du plus-minus, donc ce fameux différentiel au score quand le joueur en question est sur le terrain, mais c'est quand même pas non plus totalement anodin, ça montre un certain impact d'un joueur. Et OG Anunoby est le premier joueur de l'histoire, en tout cas depuis que ces stats-là sont comptés, sont comptabilisés. C'est le premier joueur de l'histoire sur ses 5 premiers matchs à avoir un plus-minus de au moins plus 100. Il est à plus 111, donc voilà, l'impact est quand même très très visible. On va voir sur la durée, encore une fois, c'est le début de l'aventure d'Anunoby et Onyx, et en tout cas pour l'instant ça se passe très bien, 5 victoires en 5 matchs pour New York. Euh, il y avait il reste un match à évoquer. Le cinquième match, c'était, que je ne dise pas de bêtises, celui évidemment, entre Orlando et Minnesota, que je voulais regarder cette nuit. Je vous le disais dans la late session hier, parce que l'affiche me plaisait bien. Malheureusement, ça a été un match totalement à sens unique et on a rapidement compris dès le premier quart-temps avec un 11-0 que Minnesota n'aurait sans doute pas trop de problèmes à dominer le Magic. Et, le Magic a pris une bourrasque d'entrée et s'en est jamais vraiment relevé. Minnesota a pu là aussi économiser ses cadres. Bon, Kat a eu le temps de marquer 28 points, quasiment tous en première mi-temps. Rudy Gobert finit avec un bon double-double, 21 points et 12 rebonds. Et les Wolves n'ont même pas eu vraiment besoin d'Anthony Edwards, qui n'a marqué que 6 points. Et ils se sont littéralement promenés contre le Magic, qui a quand même beaucoup d'absents et qui tirait un peu la langue quand même visiblement là, contre un adversaire aussi fort. C'était compliqué. Et 26e victoire donc cette saison pour, euh, pour Minnesota, qui conserve la tête de la conférence Ouest malgré la pression qui est en train d'être mise par Denver et maintenue par le Thunder. La lutte va être intéressante pour les premières places à l'Ouest, je pense. Je voulais finir donc en parlant rapidement de la prolongation d'Eric Spoelstra. Là aussi, c'est pas anodin. Il signe le plus gros contrat de l'histoire de la NBA pour un head coach. C'est donc sa 16e saison à la tête de Miami et il a signé un contrat pour 8 ans de plus avec un salaire total sur 8 ans de 120 millions de dollars qui fait de lui le coach doté du plus gros contrat de l'histoire. Alors sur le salaire annuel, il n'est pas encore devant Greg Popovich qui lui est à 19 millions. Eric Spoelstra sera à 15 millions. Et bon, c'est que justice, hein, globalement. Bon, c'est des chiffres évidemment énormes, donc dire c'est que justice, mais Eric Spoelstra, je pense aujourd'hui, ça fait consensus, et le coach NBA le plus hors Popovich, mais qui est dans un contexte particulier. Je pense que c'est le coach NBA considéré globalement comme le meilleur de la ligue, le plus complet, capable de s'adapter à différentes situations, de sublimer des joueurs qui n'ont pas un CV forcément ronflant, qui arrivent à s'adapter parfaitement en cours de match, en cours de série. Et puis il commence à avoir de la bouteille, hein, 16e saison NBA, c'est le deuxième derrière Pop qui a 28 saisons, et même devant Steve Kerr qui lui aussi est un des coachs les plus respectés. Steve Kerr n'est qu'à 10 ans d'exercice aux Warriors. Alors il les a bien rentabilisés au niveau des titres, mais Spoelstra aussi, Spoelstra commence à avoir un sacré CV, et comme Théo aime le souligner à chaque fois, c'est assez incroyable de se dire que Spoelstra n'a jamais été élu coach of the year depuis qu'il coach Miami, entre les différentes périodes. D'abord celle où il a dû reconstruire un peu, puis reconstruire, où il a été mis dans un projet jeune en attendant
que des stars arrivent, puis avec les superstars, où au début c'était compliqué avec LeBron, quand LeBron est arrivé, la première saison c'était assez tendu, on n'était pas sûr qu'il conserve son poste, et puis ils ont quand même gagné 2 titres, étaient 4 fois en finale, et après il a réussi à maintenir un niveau d'excellence au Heat en travaillant main dans la main avec Pat Riley, voilà, Eric Spoelstra qui, en tout cas selon moi, et je pense selon beaucoup de gens, est aujourd'hui le coach le plus fort peut-être en NBA, avec un mix d'expérience et quand même d'adaptabilité aux exigences de la NBA moderne. J'ai vu sur Twitter que certains notaient qu'il avait probablement, avec le Heat, de concert avec le Heat, attendu de finaliser son divorce et les conséquences financières que ça impliquait. Eric Spoelstra donc a divorcé en novembre avec sa compagne, et qu'il attendait pour signer ce fameux contrat, probablement pour ne pas que ça entre en ligne de compte dans les négociations pour le divorce. Donc voilà, bravo, bravo à lui, bravo au Heat de s'être aussi assuré la présence d'un coach aussi fort pour plusieurs années. Le Heat qui est toujours compétitif à l'Est, et qui restera compétitif, je pense, tant qu'Eric Spoelstra sera son coach. Voilà, on va se quitter là pour aujourd'hui. Moi, je vais m'apprêter à aller rejoindre Antoine. Alors, je ne serai pas à l'aéroport pour l'accueillir, mais on va se retrouver dans Paris pour les différents événements autour du match. Il y aura les conférences de presse aujourd'hui. On essaiera de vous proposer quelques contenus, notamment à l'écrit, avec les questions qu'on aura pu poser, puis peut-être un papier d'ambiance. Et demain, on sera sur place. On vous racontera aussi le match, probablement dans le CQFR du vendredi matin, et où on en reviendra dessus aussi peut-être la semaine prochaine. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas. Et je rappelle que vous pouvez envoyer vos questions pour le CQFR du samedi matin, où on essaye toujours de répondre autant que possible. cqfr.rivers@gmail.com. Vous constatez que je ne me trompe plus pour le moment dans l'adresse exacte pour que vous puissiez nous contacter. Merci encore de nous suivre tous les jours avec autant de fidélité et de sympathie. Je vous souhaite une très très bonne journée, et je vous dis à demain matin.